Alors, je vous propose donc pour ce cours du mardi, on va faire un TD. Donc, le TD, je vous l'ai envoyé, c'est une nouvelle feuille, ondes superposées et stationnaires unidimensionnelles. Et on va aborder l'exercice 3. Alors, je vais vous le lire avec vous. On considère un milieu de propagation unidimensionnelle, donc un ondoscope. Bon, c'est une manip que je faisais avant. Lui d'un repère OI comportant une source S placée au point origine O. Ce milieu admet un point fixe, voilà, point d'attache, E, de sorte que l'amplitude de la vibration en ce point est nécessairement nulle. La longueur du milieu est finie, égale à grand L, égale au E. Voilà, on va faire un schéma correspondant. Donc ici j'ai O, voilà, donc c'est S, hein, on rappelle que S', voilà, c'est ce qui bouge ici, ça envoie une onde comme ça, et là c'est un point fixe. Alors je prolonge ici l'axe des X. Voilà, et ici donc j'ai le vecteur unitaire I. Au cours d'une expérience, la source animée du mouvement de vibration YS de T égale E de T, donc c'est la source. Hein. Donc pour T négative, donc la source est inactive, et puis à partir de T positive, j'écris en A sinus oméga T, hein, de sorte qu'il y a une continuité à T égale 0. Oméga c'est 2pi sur T, et T c'est la période. Cette source engendre donc une onde sinusoïdale progressive, on va appeler allée, YA de xt, tant que le front de l'onde n'a pas atteint E. Au-delà de cet instant, on admet que la vibration du milieu s'écrit de la manière suivante. Donc YXT égale YA, indice A, XT, plus YR de XT. Et on pose que YR de XT, c'est une onde progressive dirigée dans le sens opposé au vecteur I. Voilà l'écriture précédente, donc et voilà, tant que l'onde retour contrapropagative YR n'a pas atteint la source placée en O, situation dans laquelle on se place par la suite. Voilà, donc on voit que le front de l'onde va arriver ici, là il va se passer quelque chose, que ici le E implique que l'amplitude est nulle, si je dis le front de l'onde arrive ici, il y a un problème. Hein. Donc on va, pour rendre compte de ce qui se passe en fait, mettre donc une onde contrapropagative ici. Voilà. Et on suppose donc on va se placer dans l'intervalle de temps où elle n'a pas encore atteint la source, parce qu'il va encore se passer des choses lorsque cette onde contrapropagative aura atteint la source. Donc on ne se place pas dans cette situation-là. On considère l'intervalle de temps où juste après l'onde arrive en E et juste avant que l'onde retour arrive en O. Voilà. Alors, on a notre source. Alors, question 1, écrire YA, etc. Puis en utilisant la fonction G du cours, déterminer l'expression de YR. Bon, on regarde la suite. Alors, donc, le Y allé, alors je vais la déterminer en fonction de la source. Hein. Voilà, c'est Y, donc S', on met ça comme ça dans le cours, je mets YS ici. Bon, voilà. C'est de YS de T moins. Alors on a cette formule, hein, x moins xs sur c, d'accord. Voilà, ici donc xs, ça vaut 0, c'est une onde donc, qui va dans ce sens-là, donc j'ai le x qui est positif, hein, donc ça me fait ys, facteur de t moins x sur c, et ça fait cette fonction en petit e que j'ai notée, voilà, t moins x sur c. D'accord. Donc on peut expliciter donc y à x, y à x de t. Alors la fonction petit e, donc je la regarde, c'est négatif, donc ça vaut 0 pardon, pour t négatif. Donc ici le t c'est t moins x sur c. Voilà, et ça vaut un certain a sinus oméga t pour c'est au-delà. Voilà. Pour alors je vais l'écrire comme ça. T moins x sur c. Donc voilà, pardon, j'ai oublié de mettre ici facteur de t moins x sur c. Voilà, pardon. Ça nous donne ça. J'ai pas mon chiffon. Voilà. Donc, alors ça, si je réécris juste ça ici. Donc yxt. Alors ça me fait, voilà, CT
Voilà, donc tant que le temps est assez petit, l'onde n'a pas atteint le point X, donc ça vaut 0. Et ensuite, ça me fait donc X supérieur à CT. Je passe ça, voilà, ça fait T supérieur à X sur C, donc CT supérieur à X. Hein. Et voilà. Et ensuite, quand le temps est assez grand, CT est plus grand que X. Donc l'onde a atteint le point X. Voilà, alors on pourrait évaluer ça justement pour X égale à grand L. Hein. Pour X égale à grand L, ce serait l'état de l'onde ici. Donc je vois que lorsque CT est inférieur à L, hein, T inférieur à L sur C, ben, l'amplitude ici vaut 0. Et comme E implique que l'amplitude vaut 0, tout va bien, je dirais. Hein. Donc tant que le temps n'est pas assez grand, ça va. Ensuite, évidemment, lorsque CT est supérieur à L, ça pose un problème. Parce qu'à ce moment-là, ça, c'est pas nul. Or, E impose que ce soit nul. Hein. Donc, pour CT, donc supérieur à L, qu'est-ce qu'on va avoir à ce moment-là? On aura forcément que l'onde YXT va s'écrire le YA, l'onde allée que je viens d'écrire ci-dessus, plus un certain Y retour de XT. Et on va chercher, voilà, comment on va chercher à déterminer ce YR. Hein. Alors il faut réfléchir un petit peu. Vous pouvez couper évidemment la vidéo pour réfléchir. Moi je vais avancer. Voilà, pour l'instant je vais aller chercher de quoi effacer le tableau. Alors, ce YR, c'est une onde retour donc de XT. Donc, elle va s'écrire G fois, ça c'est ce qu'on a vu dans le cours sur les ondes progressives. Hein. C'est une onde progressive qui va dans le sens des X négatifs. Donc, elle va s'écrire G de T plus X sur C. D'accord? Hein. Voilà, elle se met forcément sous cette forme-là. Il existe forcément une fonction G, telle qu'elle se met sous cette forme-là. D'accord? Hein. C'est une onde progressive, qui va, qui se propage selon les x décroissants, qui se propage selon les x décroissants. D'accord? Et je vais écrire une condition limite, comme un petit peu on a vu dans le cours. Je vais écrire que l'onde totale, YXT, donc pour x égale à L, elle vaut 0. Voilà, à cause de E, du point fixe E. Okay. Donc si je réinjecte l'expression de l'onde totale Y, XT, ça me fait YA de LT plus G de T plus L sur C égale 0. Cette fonction est connue comme fonction du temps. Elle est fixée, donc ça me donne G en fait, ça me donne G. D'accord? Donc ça me fait que G de T plus L sur C. Alors on va se placer, lorsque l'onde entre guillemets est établie. Donc je vais uniquement retenir cette expression-là, d'accord, cette deuxième expression. Ça me fait donc moins YA de LT, moins YA de LT, je vais prendre ce qui est ici, ça me fait moins A sinus oméga, facteur de T moins L sur C, je vais remplacer X par L. Voilà, donc j'obtiens cette fonction G, je n'obtiens pas tout à fait G de T,
hein, mais ça on était un petit peu habitué à ça. Hein. Quand on a traité les fonctions f, on a vu qu'on n'obtenait peut-être pas immédiatement la fonction f de t, mais que sous cette forme-là, c'était pas très compliqué d'obtenir finalement la fonction f de t, en l'occurrence ici c'est g. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc on va remplacer t par t moins L sur C, t moins L sur C, on remplace t par t moins L sur C, et ça nous fait, à ce moment-là, g de t égale moins a sinus oméga, facteur de t. Alors j'ai dit que je remplaçais t par t moins L sur C, voilà, moins L sur C. Voilà. Alors, j'ai la place d'écrire ça. Ça fait moins A sinus facteur de oméga t moins 2L sur C. Donc voilà notre fonction g de t. Donc si j'ai la fonction g de t, je sais que j'ai automatiquement la fonction yr de xt. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous manque là? Tout ce qu'il faut. La fonction, oui, on va l'exprimer cette fonction yr. Voilà. Alors, on va l'exprimer. Yr de xt, hein, c'est g facteur de t plus x sur c. Voilà, donc je vais remplacer t par t plus x sur c, moins a sinus oméga t plus x sur c moins 2L sur C. Alors on peut dire en fait quelque chose de ça. Voilà, on peut le mettre sous la forme en fait. On peut le mettre sous la forme du nombre engendré par une source et qui irait dans le sens opposé à i. Hein, puisque ça peut s'écrire moins a sinus oméga facteur de t moins alors comment je vais vous l'écrire pour que ce soit simple? T plus x sur c, donc je vais mettre plus, hein, tu vois. X moins, parce que là on a un plus. Voilà. Voilà, donc ça s'écrit comme ça. Donc en fait ça se met sous la forme d'un y, alors que je vais appeler s seconde, hein, facteur donc de t moins, alors c'est ce qu'on a vu dans le cours, hein. On a vu qu'une onde progressive engendrée par une source, elle s'écrivait forcément sous cette forme-là. D'accord, je garde la valeur absolue ici. Hein. Alors ici, ici, le x moins xs, bon, il serait négatif puisque l'onde va dans l'autre sens. D'accord. Donc, en fait, si je regarde ça et ça, hein, comment ça va s'identifier? Ça va s'identifier de la manière suivante. C'est-à-dire que ça va s'identifier de la manière donc, suivante. Donc en fait, si je pose y indice s seconde, voilà, ça me fait moins a sinus oméga t, d'accord. Et à ce moment-là, si j'ai x seconde égale 2L, hein, d'accord, avec x inférieur à 2L, 2L c'est au-delà de l'endroit où peut aller l'onde, et bien je vois que je peux faire cette identification. Hein. À ce moment-là, y seconde de t moins donc x, alors cette valeur absolue de x, je vais l'écrire comme ça, hein, x moins 2L sur C
ça fait moins A sinus oméga facteur de t plus x moins 2L sur C. Voilà, et donc je retrouve bien le YR, donc c'est bien YRXT. Voilà, donc le YRXT, il se met bien sous la forme d'une onde, voilà, allant dans le sens opposé à I et émise par une source d'abscisse 2L, et dont l'élongation, dont la vibration vaut moins A sinus oméga t. Voilà. Donc qui est opposé, qui est en opposition de phase à la source existante. Donc voilà un petit peu ce qu'on a comme image. Donc on a un petit peu cette image qu'on retrouve, on va dire mathématiquement, même si ce n'est pas le cas, cette image de deux ondes contrapropagatives. Il y en a une qui est émise par la source normale, placée en eau, et une autre qui serait émise par une source fictive placée en 2L, mais en opposition de phase. On n'a pas vraiment regardé dans le cours. Voilà, donc pour cette question 1, on a, alors je ne vais pas te faire de tout, ça c'était la fonction g de t. Voilà. Ça c'est la fonction g de t. Et ici, voilà, là j'ai la fonction, ici, bon, la fonction de laquelle je la retrouve là aussi. C'est bon. On n'a plus forcément besoin. Voilà. Donc on a deux ondes contrapropagatives finalement. On est un peu on est dans le cadre du cours. Voilà. Donc on a ici cette onde retour. L'onde allée, bon, je la retrouverai ici. Et ici, si j'ai besoin de G de t. Donc voilà ce que ça me donne. Alors question 2, on va regarder un petit peu on va additionner entre guillemets véritablement ces deux ondes contrapropagatives, comme on l'a fait dans le cours avec les mêmes techniques, et voir un petit peu ce que ça donne comme onde stationnaire. Alors, question 2, donc, le YXT, c'est YA de XT plus YR de XT. Donc le YA de XT, on a dit que c'était A sinus oméga facteur de T moins X sur C, voilà, quand l'onde est établie. Et moins A, donc le YR c'est moins A sinus oméga T plus X moins 2L sur C. Voilà, égal. Donc, alors, bon, pour se ramener à une formule un petit peu connue, bon, comment j'ai réécrit ça? Donc, on va refactoriser ça par A, d'accord? On va mettre ça sous la forme, non pas de somme de deux cosinus comme dans le cours, mais ici on a deux sinus, on pourrait se ramener des cosinus si on voulait. Bon. Alors moi je me suis ramené une somme ici parce que les formules je les connais en somme en fait. T plus, après c'est une affaire de formulaire. Voilà. Je vais mettre moins pi ici. D'accord. Alors je crois que je vais pouvoir effacer tout le reste. Je vais vous effacer ça. Je vais sur ma correction. Voilà notre YXT. Alors je répète, c'est une manière qui peut se faire assez facilement avec un endoscope. Bon, je n'ai pas trouvé de version sur YouTube de ça, ou de vidéos disponibles sur Internet. Voilà ce qu'on a. Alors ici, la formule en sinus. Alors pour retrouver la formule en sinus, sinus P plus sinus Q, bon, pour la retrouver, je passe en fait par les cosinus. J'exprime ces sinus en fonction de cosinus. Voilà. Et ça me permet de retrouver la formule, alors qui est, vous l'avez dans un formulaire. C'est 2 fois donc, sinus P plus Q sur 2. Voilà, cosinus P moins Q sur 2.
Donc c'est cette formule qu'on va appliquer. Donc notre yxt, il va faire donc 2a. Hein. Alors sinus de la demi-somme, donc les oméga t, moyenne des oméga t, ça fait oméga t. Les x vont disparaître, moins oméga x sur c plus oméga x sur c. Et il va me rester donc du oméga facteur de moins 2L sur C, donc en moyenne ça fait moins oméga LC et moins pi sur 2. Pareil, je peux pi ici. Ensuite le cosinus, donc le cosinus on va faire la différence dans le sens qu'on veut. Donc si on fait, donc on va faire, ma foi, ouais. Alors on va le faire comment? Si on fait ça moins ça, ça met des x négatifs. Je vais faire celui-là moins celui-là. D'accord? Donc oméga t moins oméga t 0. Celui-ci moins celui-là, ça me fait oméga x sur c. Oméga x sur c. Moins oméga l sur c, que je prends celui-ci, hein, avec le facteur 2 qui se divise. Et puis moins pi sur 2. Voilà. Ce qui me fait donc, alors à chaque fois moins pi sur 2, on prend la primitive. Hein. Primitive du sinus, c'est moins cosinus. Moins déjà, cosinus. Donc oméga t moins, alors c'est ici. Alors est-ce que je peux tout de suite factoriser par oméga? Ma foi, oui. L sur c. Et la primitive du cosinus, c'est le sinus. Sinus, donc oméga sur c, facteur de x moins l. Voilà donc ce qu'on trouve comme fonction. Alors elle est bien stationnaire puisque c'est bien le produit d'une fonction de x par une fonction du temps. D'accord? Et en plus de ça, c'est une fonction stationnaire, c'est, je veux dire, sinusoïdale, puisque c'est le produit de l'onde sinusoïdale. On retrouve un facteur ici, une pulsation temporelle en oméga, une pulsation spatiale en oméga sur c. Hein, donc on est bien dans le cas du cours de deux ondes contrapropagatives, donc en gros ce qu'on a dit dans le cours va rester vrai. Hein. Voilà, on peut regarder évidemment ce que ça donne ici, hein, chercher un petit peu à tracer cette fonction, bon, sans trop. Alors, on va quand même vérifier qu'en L, on avait dit qu'en x égale à L, ça valait 0. Hein. Donc, on vérifie quand même que, voilà, oméga de x égale à L virgule t égale 0. Bon, ok. Hein, bon, c'est pas trompé dans nos calculs. Si je fais x égale à L, j'ai un sinus, donc ça vaut bien 0. D'accord. Donc, ça, c'est bon. On va chercher où se trouvent les nœuds de vibration. Où se trouvent les nœuds de vibration. Donc je vais écrire y l'indice n, c'est pas n, c'est pas le nom entier. Voilà, si je cherche où se trouvent ces valeurs ici, donc ça pour que ça s'annule, quel que soit t, hein. Voilà, ça c'est quel que soit t, et bien à ce moment-là, ça me fait que ce sinus doit être nul. Hein. Sinus, donc oméga sur c, xn moins l, égale 0. Donc si le sinus est nul, c'est qu'on est en 0, plus ou moins pi, etc. capi. Hein. Donc ça nous fait oméga sur c. Alors on va le transformer en un 2pi sur lambda, d'accord? Lambda c'est la longueur d'onde, c'est la période spatiale associée à cette pulsation spatiale oméga sur c. X indice L moins L égale kpi, hein, avec k a priori entier relatif. Et donc ici, ça va nous donner la chose suivante, que xn moins L égale k fois lambda sur 2. Voilà, et en fait, alors les xn, les x, hein, c'est compris entre 0 et L, hein, donc au maximum ça vaut L. Donc xn, je vais écrire L moins k fois lambda sur 2, avec k appartenant voilà, à N. Hein, voilà. Donc j'ai un nœud de vibration donc en x égale à L, c'est normal, et en L égale moins lambda sur 2, voilà, et ensuite en L égale moins lambda sur 4, etc. D'accord?
Voilà, on peut regarder par exemple, si on veut tracer la courbe, on peut faire t égale L sur C. Hein, donc en t égale L sur C, alors normalement t égale L sur C, c'est juste le moment où l'onde arrive sur E. Hein. Donc il faudrait prendre un petit peu plus que L sur C. Voilà, t égale L sur C plus grand T. Hein. Là on aurait quand même l'onde qui se serait établie, parce qu'ici on ne tient pas compte des propagations en fait. Hein. Voilà, on a un petit peu oublié le fait que l'onde, qu'il y a des ondes progressives qui se propagent, donc que les fronts avancent. Hein. Donc si je fais t égale, voilà, hein, donc L sur C, c'est juste l'instant où l'onde arrive en E. Mettons, voilà, je prends plus une période. Voilà, d'accord. Donc à ce moment-là, le cosinus, c'est facile, il vaut 1. Hein, voilà. Donc on se retrouve avec une fonction qu'on peut tracer. Hein, et ensuite on prend L sur C plus T sur 4, L sur C plus T plus T sur 4, L sur C plus T sur 2, L sur C plus T plus 3T sur 4, voilà. Et L sur C plus T, voilà, et on voit comment, au voisinage de E, hein, on a une onde stationnaire. Voilà donc pour cet exercice. Donc, ces techniques, vous allez les retrouver dans le DM, hein, que je vais vous donner, hein, donc, qui est l'étude théorique de la corde de Mel. Donc on peut dire que la corde de Mel, si on démarre l'expérience, hein, c'est une onde qui arrive sur un point fixe, d'accord, voilà, qui repart, et quand elle va repartir, en fait, elle va rentrer en collision avec le vibreur lui-même. Alors, donc elle va être en fait réfléchie par le vibreur. Et en fait, le processus est entre guillemets infini. Voilà, on va voir un peu, sans aller jusqu'à analyser toutes les réflexions, afin de voir un petit peu comment ce raisonnement conduit à retrouver ce qu'on a trouvé expérimentalement.